Eh bien, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la possibilité de gérer simultanément deux écrans avec un CPC 6128 ancien ou les CPC 6128 Plus. Vous allez voir que ça se fait très facilement en utilisant quatre nouvelles procédures. Bon, on va travailler toujours en Turbo Pascal et en CPM, hein, comme les vidéos précédentes. Donc ces quatre nouvelles instructions très simples à utiliser, c'est Workscreen 1, Workscreen 2. Donc c'est ce qui permet de sélectionner l'écran sur lequel je veux travailler, l'écran dont je vais modifier l'affichage, et deux autres procédures qui s'appellent DSP Screen 1, DSP Screen 2, qui définissent en fait l'écran qui s'affiche. Cette technique, bon, on l'appelle double buffering, elle permet en fait de modifier un écran qui n'est pas affiché et de l'afficher quand il est prêt, instantanément. Et quand je dis instantanément, c'est vraiment instantanément. Vous allez voir qu'il n'y a aucune copie mémoire d'aucune sorte. Alors on y va, on va lancer le CPM, c'est parti. Alors je vais mettre dans la description de la vidéo les liens vers deux disquettes. Une disquette 3 pouces qui contient le Turbo Pascal configuré, etc. Et la disquette, qui est ma disquette de travail que j'utilise, qui est une disquette pour le coup à la norme Vortex, si je me souviens bien, qui fait 720 kilooctets d'espace disque, qui fonctionne très bien avec les lecteurs Gotek, avec les émulateurs, ou si vous avez un lecteur externe physique Vortex, vous pourrez aussi l'utiliser, mais très généralement, on a aujourd'hui plutôt des lecteurs de type Gotek. Je vais sur le drive B ici. J'ai deux petites démos, vous allez voir qui sont toutes simples. On va lancer la première, démo 1, et ensuite on va regarder comment ça marche. Démo 1, je lance, vous voyez qu'il affiche écran 1. Bon, j'appuie sur une touche. Là, ça s'est pas vu, mais je suis passé sur l'écran 2. Je suis plus sur la même mémoire vidéo que ce que j'avais précédemment. On est, remarquez-le bien, à une vitesse de 100%, c'est-à-dire c'est exactement la même vitesse que vous avez sur votre CPC hardware. Pendant que cet écran 2 là s'est affiché, en fait j'ai modifié l'écran 1 à chaque boucle, on va le voir après le code. J'ai une petite routine qui écrit à partir du milieu de l'écran 4 segments de droite aléatoires. Je vais sur l'image suivante. Voilà, je suis passé sur l'écran 1. Pendant que j'affiche l'écran, en fait l'écran 2 s'est recalculé. J'ai rajouté un segment de droite, enfin un segment, ou plutôt quatre segments de droite contigus. Idem, j'ai modifié l'écran 1 avec une couleur aléatoire, j'ai remodifié l'écran 2, vous voyez que chaque fois se rajoute en fait des segments de droite. Si je laisse une touche appuyée, je vais être en auto-repeat, bah, vous voyez que tout ça va très vite, et la bascule d'un écran à l'autre est complètement immédiate. On va sortir de ça. Avant de voir la démo 2, on va regarder comment tout ça marche. Donc je lance le Turbo Pascal qui est sur ma disquette A. Bon là je suis à vitesse normale, hein. On va charger le source qui s'appelle démo 1 qui est ici. Alors, on va déjà voir comment on l'utilise. Après on regardera les procédures qui sont utilisées, comment elles sont faites. Bon, ici classiquement, hein, donc ça fonctionne uniquement en CPM 3. Avec un firmware donc qui est en FC5A en adresse hexadécimale. Les unités traditionnelles, toutes ces unités-là, vous les trouverez sur la disquette B que je vais joindre en. Je vais mettre un lien vers cette disquette. L'unité CRT, c'est ce qui gère les modes d'écran, les couleurs, les palettes, etc. UGRAPH, c'est tout ce qui gère les droites. Il y a aussi des instructions pour tracer des cercles qui ne sont pas dans le firmware que j'ai écrites. La gestion du clavier et du joystick, le keyboard, la gestion de la mémoire, les copies entre banques mémoire, et cette unité-là toute nouvelle, ToScreen, l'unité que l'on va voir après. Ici, bah, vous voyez que j'ai ma procédure dessin, comme je l'évoquais, qui est toute simple, hein. Je bouge en absolu au milieu de l'écran, 320 par 200, on est en coordonnées utilisateur. Je choisis aléatoirement la couleur de mon. Enfin, je choisis mon crayon plutôt, le pen, aléatoirement. Je suis en mode 1, donc j'ai 4 stylos possibles. Et ici, je fais une petite boucle, hein, de 4 où je trace des lignes relatives. C'est la même instruction que ce qui est en basique. En basique, j'ai oublié ce que c'est cette instruction, mais c'est ce qui permet de tracer une droite en relatif, c'est-à-dire que ça part de la position du curseur graphique pour ajouter un segment de droite.
Le programme ici, vous allez voir que c'est très très simple. Il y a la seule petite contrainte, c'est qu'il faut absolument, avant que j'utilise cette possibilité de gérer deux écrans, que je sauvegarde le bloc 3 de la mémoire. Alors je peux le faire avec des commandes copy bloc. Ici j'ai créé une petite instruction toute faite. Donc c'est un save RAM bloc 3. Donc je vais sauvegarder ce bloc 3 dans ce qu'on appelle la TPA du turbo, enfin du CPM. Cette mode 1, je passe en mode 1, je cache le curseur texte, sinon en CPM le curseur texte va toujours s'afficher, j'aurai un petit affichage parasite. GoToX c'est comme un locate en basique, 1,1, j'écris écran 1. Vous avez vu, c'est ce qu'on avait vu juste avant, la première chose qui s'affiche. Ici, c'est là que ça devient intéressant. Je lui dis que je veux travailler sur l'écran 2, qui n'est pas affiché en fait, hein. Donc ce qui est affiché, c'est l'écran 1. Je passe sur l'écran 2 qui n'est pas affiché. Je l'efface. Il faut que je l'efface parce que par défaut, il va y avoir des données complètement bidons. Ça va afficher un petit peu n'importe quoi. Donc j'efface l'écran. Je me positionne en 1.1 de mon deuxième écran et j'écris écran 2, ce qu'on a vu précédemment. Et j'y vais pour ma petite boucle, qui est très simple. J'ai ma boucle repeat until jusqu'au moment où j'appuie sur le Fire 1 du joystick. J'affiche l'écran 1. Au départ, premier affichage, il y aura juste écran 1, ce qu'on a vu. Je lui dis que je veux travailler sur l'écran 2 et j'appelle ma routine dessine, qui dessine sur l'écran 2, qui est caché, on ne le voit pas. Et là j'ai un wait char et j'attends qu'on appuie sur une touche. Une fois la touche appuyée, qu'est-ce qui se passe? J'affiche mon écran 2 qui s'affiche instantanément, on va le voir après. Donc l'écran est affiché, je bascule sur mon écran, enfin je lui dis que je veux modifier mon écran 1 de manière masquée, je dessine cet écran 1, on ne voit rien, et j'attends que j'appuie sur une touche, et je boucle comme ça tout le temps. À la fin, pour ressortir proprement, je réaffiche l'écran 1, encore que le set mode 2 bascule automatiquement, mais ça fait un petit effet parasite si on ne le bascule pas ici, un petit effet de flash un peu désagréable, donc autant basculer ici sur l'écran 1, je reviens en mode 2, je réaffiche mon curseur texte ici, et j'efface le buffer du clavier pour éviter d'avoir des touches parasites qui s'affichent comme on utilise le get joystick ici, sinon, même en basique, vous voyez ça, on se retrouve avec des flèches, des choses comme ça. Et ici, absolument indispensable, sinon ça va planter, c'est sûr, il faut que je restaure la RAM du bloc 3 que j'avais sauvegardé. Et ben vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais quitter ça, on va le relancer maintenant qu'on a vu le code, démo 1. On y va, j'ai mon écran 1 comme on l'avait dit. J'ai calculé mon écran 2 que j'affiche, j'ai modifié mon écran 1 que j'affiche maintenant. Pendant ce temps-là, j'ai modifié mon écran 2 et vous voyez en fait, voilà, ici on est en temps réel. Vous voyez que c'est très rapide, quasiment instantané. Bon, ce qui prend plus de temps, c'est de dessiner en fait les lignes. Donc je sors en appuyant sur le joystick, ou si vous êtes sur l'émulateur, c'est sur le pavé numérique le point. Quand le pavé numérique n'est pas sélectionné, ça simule le joystick. On va regarder la démo 2. Vous allez voir la démo 2 ce qu'elle fait. Je la lance. Voilà, on est à vitesse réelle, j'insiste là-dessus. Et vous voyez ce carré là qui grandit, qui rétrécit. Il n'y a aucun effet de clignotement, rien du tout. C'est très fluide. Et sur le CPC hardware, c'est même encore plus fluide parce que l'écran cathodique, il a une petite rémanence, ce qui fait que c'est, je trouve, encore plus fluide, si on peut dire. Là, c'est déjà très fluide, mais c'est encore mieux que ça. Et on est sur du déplacement au pixel, hein, en hauteur et en largeur. Euh, et c'est, vous allez voir, le même principe, hein. Pour ne pas avoir d'effet de clignotement, j'affiche le rectangle, je bascule, je l'efface du côté qui est masqué, etc. Bon, on va voir tout ça. Donc je sors de ça, on y va, on relance le Turbo Pascal et on va voir notre exemple, donc le fichier de travail. Je vais lui dire que c'est démo 2.
Alors Demo 2, j'ai pas du tout cherché à l'optimiser, enfin, en termes de qualité d'écriture du programme. C'est un premier jet, hein. Bon, il y a un certain nombre de variables, qu'importe. Toujours pareil, hein, on sauvegarde le bloc 3, sinon ça va pas marcher. Et à la fin, on le restaure, on verra. On passe en mode 1, on cache le curseur texte, comme on a vu. Ici, c'est une petite astuce. Le firmware a quelques instructions quand même sympas qui permettent d'accélérer certains graphismes. En particulier, il y a des routines spécifiques sur l'affichage de lignes horizontales et verticales, ce que j'utilise ici, qui sont assez rapides mais qui obligent à coder l'encre. Bon, ça permet de gagner un petit peu de temps. Enfin, vous voyez que c'est assez simple à utiliser, hein. C'est un byte ici, là, le E0. Donc E0, je lui dis que c'est ma couleur de fond, ce qui va me permettre d'effacer mon rectangle. Et E1, c'est l'encre 3 par défaut, c'est la couleur rouge et je sélectionne le pen 1, je sais même pas pourquoi, enfin à mon avis ça c'est inutile, on pourrait l'enlever. Euh, je lui dis que je travaille sur l'écran 2 alors que c'est l'écran 1 qui est affiché. Je l'efface, bon j'ai mes petites routines pour dire que je gère plus grand égale vrai, ça veut dire que je suis dans le sens de l'agrandissement de mon carré, et sinon c'est le contraire. Ici, je répète, je remets un work screen 2, bon, oui, j'y suis déjà, mais qu'importe, c'est pour gérer la boucle. Là, je vous passe les routines. Ce que j'ai essayé de faire ici avec le inline que vous voyez à droite ici, c'est en fait exactement la même chose que ce calcul qui est là. Je voulais tester si c'était plus rapide de le faire directement en assembleur comme ça. Là, sincèrement, sur cet exemple-là, on ne gagne pas grand-chose parce que je pense que ce qui est vraiment lent, c'est l'affichage du rectangle que l'on voit ici. Donc le draw rectangle, c'est une commande qui est dans la bibliothèque ugraph qui permet de tracer, qui utilise des draw vertical line et draw horizontal line, donc qui est assez rapide, hein. Je lui dis quelle est ma couleur sous sa forme encodée. Je démarre en XY, bon, ici c'est la même chose, et les coordonnées du bord supérieur droit. Et là c'est les coordonnées du bord supérieur gauche. Bon, c'est un carré. Si je suis dans le mode plus grand, j'incrémente d'une unité. Sinon, je décrémente d'une unité. Ici, bon, j'ai même logique, hein, pour essayer d'accélérer. Bon, dans le cas présent, ça accélère pas beaucoup. Mais vous voyez quand même que c'est assez simple d'insérer des inlines, ce qui est probablement très intéressant en Turbo Pascal, et ça prend une toute petite ligne, c'est de gérer en assembleur les additions simples du style x égale x plus 10. On a tout intérêt en fait à créer même une petite fonction qui évite, je suppose, que le Turbo Pascal appelle une routine un peu plus complexe qui lui permet de calculer des valeurs de ce type-là. Bon. Donc ici, j'efface pardon, le carré qui était précédemment affiché. On ne voit rien, hein, puisque je suis pas sur l'écran, je travaille dans l'écran 2 alors que c'est l'écran 1 qui est affiché. Donc j'efface mon ancien carré et je trace mon nouveau carré. Je mémorise juste les coordonnées de l'ancien carré pour l'effacer à la boucle suivante. Ici, j'affiche l'écran 2, donc une fois qu'il est calculé. Ici, c'est un appel à la fonction firmware BD19. Bah, si vous avez fait du basique, vous vous rappelez sans doute de ça. Alors, dans le basique 1.1 ou 1.2 de l'Amstrad, ils avaient rajouté une commande spécifique dont le nom m'échappe. Je me demande si c'était pas Frame ou quelque chose comme ça. En fait, ce que fait cet appel à la routine BD19, c'est qu'il attend que le haut du rafraîchissement de l'écran, avec un tube cathodique, ça signifie que ce qui trace des choses, les rayons, je ne vais pas utiliser les bons termes, du tube cathodique sont en haut. En fait, concrètement, ça permet d'éviter des effets parasites de flash, etc. Donc ça, c'est important. Si vous testez le programme, bah, enlevez-le, vous verrez ce que ça fait. Ça va pas être très propre, on n'aura pas cette fluidité qu'on a ici. Donc j'affiche l'écran 2 et après, alors je me suis pas pris la tête, j'ai recopié carrément le bloc qui était au-dessus, ce qui est pas très propre parce que 90% c'est la même chose, on pourrait faire mieux. Ici, ça se termine par l'affichage de l'écran 2 et là j'y vais. Quand l'affichage de l'écran 2 est fait, je modifie mon écran 1. Ce qui se passe là, c'est exactement la même chose, hein, que l'autre. Et à la fin, j'ai la même, je bascule sur l'écran 2.
c'est un switch hein, alternatif, écran 1, écran 2, écran 1, écran 2, etc. Et là, c'est juste pour gérer le passage du plus grand au plus petit, avec ici la valeur minimale, parce que ça fonctionne, on le voit ici, hein, D égale 199 moins x2, donc c'est la moitié que je mets ici, et un petit peu plus pour pas avoir des valeurs négatives, sinon ça va pas marcher correctement. Donc si vous changez ces valeurs-là, la taille du rectangle va modifier en la plus grande ou la plus petite. Et quand j'arrive à la valeur maximale pardon, ou minimale, je switch de plus grand en plus petit, hein. Donc si plus grand était à oui, était à vrai, passe à faux, et était le contraire. Bah, jusqu'à temps que j'appuie sur le Fire 1, et puis voilà, là je sors de mon programme et j'affiche je restaure le bloc 3, sinon ça va pas bien se passer. Alors, on sort de ça, on va le relancer. On va le relancer. Allez, juste une seconde. Maintenant qu'on a vu le code, voir ce qu'il fait un peu. Euh, vous voyez, bah, c'est très fluide, hein, ça grandit, ça diminue, etc. Il y a une pulsation comme ça qui se fait. Alors, maintenant, on va aller voir comment on fait pour faire ça. Enfin, que font les routines DSP1, DSP2, Work 1, Work 2, etc. Je sors de ça. Je retourne dans mon Turbo Pascal, qui est sur ma disquette A. Alors j'ai supprimé, dans l'une des premières vidéos, j'avais expliqué qu'on pouvait mettre des recherches automatiques euh, style je tape turbo, s'il ne trouve pas sur B, il va le voir sur A, etc. Mais je me suis aperçu que ça fonctionnait pas comme en MS-DOS et c'est un peu perturbant en fait. Donc j'ai préféré l'enlever et être explicite sur l'endroit sur lequel je vais chercher mes programmes ou mes fichiers. Donc la bibliothèque, on l'a appelée comme ça, comme ben, deux écrans, hein, avec la syntaxe habituelle que j'utilise. Alors vous allez voir, en fait, c'est assez drôle, ça tient en quelques octets. Par contre, j'ai hyper commenté, mais franchement, ça tient en 5 ou 6 octets. Donc gestion de deux écrans, alors c'est deux écrans de 16K, hein, on a vu, hein, les accès au firmware sont conservés. Je change mes écrans, mais je peux utiliser mes tracés de ligne, même mes tracés de cercle que j'ai créés en Pascal, je peux les utiliser. Enfin, à chaque fois qu'il y a des appels au firmware, ce sera en fait, désolé pour toutes les fautes d'orthographe, les oublis de texte. Je vais le corriger là. C'est tout nouveau, tout chaud. Donc comme on l'a vu, il faut sauvegarder le bloc 3 provisoirement. Et un truc quand même où il faut être vigilant, c'est que du point de vue du firmware, lui, il n'y voit que du feu, il a toujours l'impression de travailler sur le même écran, ce qui veut dire que ce qu'il sauvegarde, comme par exemple si je fais un, si je bouge mon curseur graphique à un endroit de l'écran, que je change d'écran de travail, il va conserver la position du curseur graphique dans les deux écrans, puisqu'il ne sait pas gérer la différence entre l'écran 1 et l'écran 2. C'est pas gênant hein, de le gérer. Alors, les deux premières commandes qui sont hyper simples, donc DSP Screen 1 et DSP Screen 2, c'est tout bête, hein. Je vais modifier un contenu du registre du CRTC 6845, ce qu'on a vu un petit peu plus en détail dans la précédente vidéo sur les overscans. Alors les overscans tels que j'avais présenté dans la précédente vidéo, ça fonctionnait que sur CPC+. Là, ce que je vous présente là fonctionne sur les CPC+, ou les CPC classiques. DSP Screen 2, bah, c'est la même chose, hein. Donc le registre 10, c'est celui qui contient l'adresse de la mémoire vidéo. Soit on peut raisonner comme ça, soit c'est le bloc vidéo, le bloc mémoire 1, soit c'est le bloc mémoire 3. Ici on met 30. En fait, en mémoire, voilà, c'est la petite subtilité. Dans un cas comme dans l'autre, en fait, je suis à l'adresse 4000, mais le CRTC se moque complètement des organisations mémoire qu'on définit dans l'Amstrad CPC. Pour lui, il va toujours chercher la mémoire vidéo dans les blocs mémoire 0, 1, 2 ou 3. Les... Voilà, c'est ça en fait. Et bon, du fait des organisations mémoire, les blocs 0 et les blocs 2 sont assez compliqués
à utiliser, puisque le bloc 2 contient des éléments du firmware du CPC, le bloc 0, que ce soit en CPM ou en basique, c'est aussi assez compliqué de l'utiliser. Donc les deux écrans qu'on peut relativement facilement utiliser, au moins en CPM, c'est ceux qui sont stockés dans le bloc mémoire de CESCA 1 ou le bloc mémoire de CESCA 2. Ensuite, ça se complique un peu ici. Les workscreens 1 et 2. Bon, comment j'ai fait ça? En regardant comment fonctionnait le firmware et l'appel à l'adresse du firmware, on s'aperçoit que tout de suite, avant de faire appel au firmware, le, le CPC, enfin les développeurs d'Amstrad à l'époque avaient fait ça comme ça, ils forcent en fait l'organisation de la mémoire, ils la forcent en ce qui correspond à la banque mémoire du CPM, que le CPM appelle 0, mais qui en fait correspond à la configuration mémoire 1 de l'Amstrad. Il y a une petite subtilité, il y a un petit décalage d'une unité. Pour faire ça, au moment de l'appel du firmware, dans le code, il y a un XOR A, ce qui veut dire que A est mis à 0. Bon, pour utiliser la mémoire dont on a besoin pour écrire au bon endroit la mémoire vidéo, il faudrait mettre 2 dans le registre A. Et là, je tombe sur un problème, on va voir comment je l'ai résolu. C'est que XOR A fait un octet. S'ils avaient fait un load A,0, il aurait suffi de changer le 0 par un 2. Bah là, c'est un petit peu plus compliqué parce que je peux pas. Je connais pas d'instructions qui mettent 2 dans le registre A en un seul octet. Alors, avant parce que j'ai l'impression de parler chinois là, il faut qu'on regarde un petit peu, on l'a déjà vu, mais il faut vraiment comprendre l'organisation mémoire, qui est aussi spécifique en CPM par rapport à ce qu'on connaît en basique. Le CPM a une organisation mémoire atypique dans toutes les organisations mémoire des CPC. Il utilise en fait trois organisations mémoire, la C1, la C2, la C3. Le basique de base, enfin l'Amstrad quand vous l'allumez, il est en configuration mémoire C0, c'est-à-dire qu'ici, il utilise les blocs 0, 1, 2 et 3, ici. Le CPM, lui, il utilise des organisations mémoire assez spécifiques, avec ici le haut de la mémoire qui est toujours dans le bloc 7, et là où tourne le Turbo Pascal, par exemple, c'est pour ça qu'il y a plus de 60 kilooctets de libre. C'est cette organisation mémoire C2 où on utilise les blocs mémoire étendue 4, 5, 6 et 7. Pour que tout ça fonctionne, c'est pour ça que le C1, C2, C3 ont en commun le bloc 7 pour pouvoir échanger entre eux. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on remarque que le bloc 3 et le bloc 1 sont exactement les mêmes, à la réserve près de ces deux, enfin j'ai dit blocs, mais c'est les organisations mémoire. C1, C3 sont exactement les mêmes, à la différence de ce qui démarre à l'adresse 4000. Là, j'ai l'écran standard en CPM, et là, j'ai ce qu'on s'approprie et qui peut être utilisé comme deuxième écran standard. Simplement, comme le CPM utilise aussi là, cette partie 3, il faut qu'on sauvegarde les choses qu'il y a dedans avant de pouvoir se l'approprier. Et c'est tous les tests que j'ai fait, c'est vraiment pas gênant, hein. Ça bloque que juste les accès disques pendant la période où on l'utilise. Bon, bah, faut le savoir, c'est une contrainte. Euh, alors, je reviens ici à notre affaire là. Si ici, au lieu d'un XOR A, j'avais un load A,0, il suffisait d'aller écrire à cet endroit 2 à la place de 0 et c'est bon. Sauf qu'on peut pas. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, mais j'ai une petite idée qui marche bien en fait. Donc ici, le workscreen 1, c'est la valeur par défaut. C'est ce qu'on va patcher en fait.
Donc là, si j'ai changé, je suis passé en écran de travail sur le 2, bah, je remets la valeur par défaut qui est le XOR A, c'est le code hexadécimal AF. Maintenant, quand je veux travailler sur l'écran 2, comment je peux faire? Il faut que j'arrive à passer en organisation mémoire C3 à la place de l'organisation mémoire C1. Bon, je peux pas en un seul octet changer le XOR A en autre chose. On pourrait changer tout le bloc, mais j'ai regardé un peu, c'est compliqué parce qu'il y a des appels un petit peu partout. L'astuce que j'ai utilisée ici, c'est que dans la doc du firmware, il est dit que les commandes restart, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin RST 6, sont non utilisées et disponibles pour l'utilisateur. Donc eh ben, c'est ce que je fais, je l'utilise. Et le gros intérêt, c'est que cette commande-là, elle tient aussi en un octet et elle fait appel à l'adresse hexadécimale 30 de l'organisation mémoire. Donc quand je veux passer en écran 2, je vais écrire, alors dans l'ordre, j'écris pas d'abord RST06, on le voit ici, j'écris d'abord, ouais, c'est ici que ça se passe. Je lui dis qu'à l'adresse 30, qui n'est pas utilisée, donc je lui fais un load A,2 et un return. Donc return, c'est bon. Et je dois le mettre en C1 et C3. J'ai dit une bêtise, c'est pas en C1 et C3. Ici, le code est bon, mais le... Attendez, j'ai un doute. C'est en... Il faut l'écrire en C1 et C2. Parce que C1 et C3, c'est la même chose. On est toujours dans le bloc mémoire. On le voit ici, hein. Si je descends ici, vous voyez que si je suis en config mémoire C1 ou en config mémoire C3, de toute façon, je tape sur le même bloc de 16K de mémoire qui est en 0. Donc, si j'écris quelque part ici, forcément, c'est la même chose qui est là. Par contre, dans le bloc mémoire 4, le CPM, il y a des choses qui doivent être recopiées des deux côtés. Donc il faut que je mette aussi dans le bloc mémoire 4 le même code qui correspond au RST dièse 6. Alors ça, je le fais avec les instructions qu'on a vues précédemment, les copies de blocs qui font appel au BIOS CPM. Donc ça veut dire que je copie depuis la banque mémoire, ce que le CPM appelle la banque mémoire 1, je copie vers la banque mémoire 0, le code qui est au-dessus là, à l'adresse 30, et je copie 3 octets. Les 3 octets, c'est ces 3 octets qu'on voit ici, 3E02 C9, qui correspondent en fait à ces instructions là. Donc avec ça, j'ai patché le firmware, plus que le CPM d'ailleurs. Et, bah écoutez, tous les tests que j'ai fait montrent que ça marche, parce qu'il y avait toujours le risque que ces appels-là soient faits par ailleurs, mais visiblement non. Ce qui me surprend pas, parce que quand vous regardez comment marchent les appels firmware en Turbo Pascal et en CPM, on s'aperçoit qu'au début il fait deux choses en fait. L'appel firmware, donc qui change l'organisation mémoire, enfin je ne sais plus dans quel ordre ça le fait, mais avant de changer l'organisation mémoire, il change aussi l'emplacement du registre ESP, la pile en fait du Z80. Il y a des choses un petit peu subtiles qui lui permettent de basculer, et puis c'est plutôt bien fait. Donc vous voyez que bon, c'est compliqué à expliquer, mais en fait il y a vraiment 3 octets à changer quoi. Et bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Donc je vais joindre les disquettes. Si je ressors de ça, donc je vais dire oui parce que j'ai modifié 2-3 petites bricoles là de commentaires. Je relance ma démo 2 et vous voyez que voilà, ça permet de faire ça donc en manière très fluide. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.